Bonjour François Asselineau, quelle est votre analyse du premier tour des élections régionales? Eh bien d'abord bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2015, donc 2 jours après la tenue du premier tour des élections régionales. Les enseignements de ce premier tour se situent à la fois au niveau de la scène politique nationale et aussi bien entendu au niveau de notre mouvement. S'agissant de la scène politique nationale, on a entendu comme d'habitude les cris d'orfraie sur la poussée du Front national. Il y a quand même quelque chose qui devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille des auditeurs, des téléspectateurs, c'est que à chaque élection carillonnée, on entend des gens venir prendre des mines effarées sur la percée du Front national. Ça va faire un demi-siècle qu'on entend parler de la percée du Front national. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Exactement, il en est que le Front national n'a fait aucune percée. En tout cas, en termes d'électeurs inscrits. Et même en nombre de votants, d'ailleurs. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle de 2012, Madame Le Pen avait fait quelque chose comme 6 400 000 suffrages au premier tour. Là, cette fois-ci, le Front national a fait 6 millions de suffrages. Il a donc perdu 400 000 voix par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors il est vrai que ce n'était pas exactement le même périmètre, puisque cette fois-ci, il n'y avait pas la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre des élections. Il est vrai également que cette fois-ci, le Front national ne se présentait pas en Martinique ni en Guyane. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que tout ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le Front national est à son étiage maximum. En gros, il n'a pas gagné, il a perdu sans doute un petit peu de voix par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors, ceci se confirme d'ailleurs si on regarde les résultats. Le soir même, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que le Front national avait dépassé les 30%, que ci, que ça. En réalité, le Front national a fait 27,7% des votants, ce qui est beaucoup, ce qui est objectivement, on aimerait avoir la même chose, bien entendu. 27,7% des votants, c'est beaucoup. Mais ça ne fait quand même que 13,3% des inscrits, puisqu'il y a eu, ne l'oublions pas, 52% de nos compatriotes qui soit se sont abstenus, soit sont allés déposer un bulletin blanc ou un bulletin nul dans l'urne. En d'autres termes, le premier parti de France, plus que jamais, c'est les abstentionnistes et les gens qui refusent d'aller voter pour les candidats qui leur sont présentés dans les médias. Voilà la réalité de la situation. Le Front national, donc, a fait 27,7% des votants, mais avec 52% d'abstention blancs et nuls, ce qui fait que le Front national a réalisé 13,3% des inscrits. 13,3% des inscrits, les gens qui ont la gentillesse de m'écouter depuis maintenant plusieurs années savent que c'est en dessous du plafond de verre de 14% des inscrits que tous les sociologues et politologues ont diagnostiqué pour le Front national depuis des années et des années. En d'autres termes, c'est encore raté. Le Front national, encore une fois, n'a pas atteint son plafond de verre. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est la confirmation des analyses de l'UPR. Le Front national est incapable de dépasser et d'atteindre même les 14% des inscrits. Ça n'est pourtant pas faute que les médias lui aient servi la soupe. Ces jours-ci, là, je voyais aujourd'hui, il y a des revues spécialisées dans les médias qui ont fait ressortir quelles étaient les 10 personnes qui avaient été le plus médiatisées au cours de cette campagne. Et en un, c'est Madame Le Pen qui arrive, mais 2 fois devant ou 3 fois devant ses successeurs. Parmi les successeurs, parmi les 10 premiers, il y a M. Bartolone, il y a M. Dupont-Aignan, etc., etc. Donc Madame Le Pen, on ne sait plus comment faire. On se demande, les médias, je pense, sont devant un dilemme. Je pense qu'ils ne savent plus comment faire, sauf, ce qui d'ailleurs est presque en bien parti pour, sauf à couper le sifflet à toute autre personne que Madame Le Pen, M. Philippot et Madame Marion Maréchal Le Pen, qui devraient monopoliser 24 heures sur 24 tous les médias du pays. Peut-être à ce moment-là que le Front national grappillerait encore 0,1 ou 0,2% des inscrits. Bon, je plaisante, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va. Le Front national, il a fait le plein. Il y a 86% des Français qui préféreraient se faire couper les 2 mains plutôt que d'aller mettre un bulletin dans l'urne pour le Front national. Voilà la situation que je dis depuis 8 ans et demi que j'ai créé l'UPR et qui, encore une fois,
est confirmée. Alors il est vrai que les électeurs ont le sentiment du contraire, parce que tous les médias qui ne cessent que de propulser le Front National sur la scène, ensuite font le service après-vente et leur font croire que le Front National a connu une flambée encore extraordinaire. La réponse n'est pas là. La réponse, c'est que, effectivement, le Front National a fait de très bons scores, notamment dans 3 ou 4 régions. Mais parce qu'on a par ailleurs une montée de l'abstention. Et c'est les gens qui votaient normalement pour l'UMP, devenus les Républicains, ou pour le Parti socialiste, qui ne veulent plus aller voter. Donc c'est ce qui fait cet effet d'optique où on a l'impression que le Front National apparaît comme le grand vainqueur. Ça n'est pas le grand vainqueur. Si on prend la totalité des listes de droite, se rapprochant de la droite, on arrive à 31,2% des votants. Et si l'on prend la totalité des listes de gauche, on arrive à 36% des votants. De telle sorte que, en réalité, nous sommes dans l'entre-deux tours. Je vais peut-être être démenti dimanche prochain, mais je ne le pense pas. Je pense que le Front National ne représente pas du tout la première force politique du pays. C'est la troisième force, avec 27,7% des votants et 13,3% des inscrits. La deuxième force, c'est la nébuleuse autour des Républicains, à peu près 31%, 31-32% des inscrits, un petit tiers. Et la troisième force, la première, en fait, c'est le Parti socialiste, le Front de gauche, etc., qui font à peu près 36% des inscrits. Ça veut donc dire que dimanche prochain, assez probablement, on va s'apercevoir que le Parti socialiste perd évidemment des régions. Ils avaient toutes les régions sauf une, sauf l'Alsace. Le Parti socialiste va perdre des régions, mais il n'est pas du tout certain que ça va être la Bérésina annoncée. Et ceci grâce justement au Front National. On comprend mieux pourquoi le Front National est à ce point d'ailleurs médiatisé. Donc en réalité, dans un certain nombre de régions, je pense par exemple à la région Île-de-France, il est assez probable que le Parti socialiste va conserver la région. Au passage, d'ailleurs, il faut noter, je m'adresse ici aux électeurs de gauche, il faut noter la duplicité invraisemblable des dirigeants de ELV et plus encore du Front de gauche, ou du NPA, ou de Dieu sait quoi. À la gauche de la gauche, comme on dit, on a des dirigeants qui passent leur temps à ameuter les Français, enfin les électeurs qui leur font confiance en disant c'est un scandale, la loi Macron, les acquis sociaux qui sont démantelés, ci et ça. Ils ont raison, c'est vrai. Les acquis sociaux que les parents, les grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenus pour que nous ayons une meilleure vie, passent leur temps à être démantelés par le gouvernement dit socialiste actuellement au pouvoir. Nous avons également un gouvernement qui mène des guerres illégales au Moyen-Orient et des guerres d'agression néocoloniale, grâce à M. Fabius et avec l'accord, bien entendu, du président de la République. Donc, à la gauche de la gauche, on s'en offusque, sauf qu'au moment des élections, eh bien, passé le premier tour, au deuxième tour, le Front de gauche apporte comme un toutou servile ses voix au Parti socialiste. On l'avait d'ailleurs déjà vu, je l'avais suffisamment signalé. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, à 20h38, M. Mélenchon avait fait le cadeau de toutes les voix qu'il avait glanées à François Hollande. Il n'avait même rien négocié en échange. J'aurais quand même pu demander au minimum l'organisation d'un référendum, par exemple sur le traité transatlantique. Ou au minimum, il aurait pu demander des comptes sur la politique étrangère. Pas du tout, il n'avait rien fait de ça. Ben là, c'est pareil. Vous avez vu que, par exemple, en Île-de-France, le Parti communiste français s'est empressé de faire une liste avec monsieur Bartolone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, en fait, le Front de gauche, ou le NPA anticapitaliste, ou Dieu sait quoi, au bout du compte, au moment fatidique, il soutient la politique de monsieur Macron. Voilà la réalité. M. Mélenchon est celui qui permet à M. Macron de démanteler les acquis sociaux des Français. Il faut donc que tous les électeurs de gauche, et notamment de la gauche, se rendent bien compte de cette escroquerie qui est commise par le Front de gauche et la gauche, et qui, sous couvert de se ranger derrière celui de gauche le mieux arrivé, soutient en fait une politique de démembrement des acquis sociaux. Alors, dans ce contexte, on va voir ce qui va se passer, mais très probablement, le Front National va encore, dans
peut-être va-t-il obtenir une région ou deux, je ne sais pas. Peut-être le Nord-Pas-de-Calais, Picardie avec Madame Le Pen, ou peut-être la région PACA avec sa nièce. Mais rien n'est moins sûr en définitive, puisque par ailleurs on a le sketch habituel du Front républicain. Donc il est tout à fait possible que dimanche soir prochain, eh bien, on apprenne qu'en définitive le Front national n'a eu aucune région. Peut-être en aura-t-il une. Alors, et qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Moi, je ne suis pas là, nous ne sommes pas là à enfourcher le dada de la bête immonde qui arrive. Tout ça, c'est des sketchs. Voilà. On a vu ce que le Front national donne quand il est dans des villes. On l'a vu déjà. Le Front national a dirigé un certain nombre de grandes villes. Ça s'est d'ailleurs terminé en général d'une façon absolument catastrophique, avec des détournements de fonds, des abus de biens sociaux, et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, en Ile-de-France, M. Vallerand de Saint-Just, la tête de liste du Front national, est elle-même mis en examen pour, je crois, abus de biens sociaux ou escroquerie. Je me rappelle plus parce que le numéro 3 est également inculpé des mêmes forfaits. Mais nous, on va pas enfourcher le dada de la bête immonde qui arrive. Pourquoi ? Mais parce que tout ça, ça s'entend comme larrons en foire. N'oublions pas qu'à chaque élection au deuxième tour, le Front national fait des appels du pied à l'UMP pour essayer d'avoir des alliances. Et puis n'oublions pas surtout ce qui s'est passé pendant les élections, pendant la campagne. Pendant la campagne électorale, on a vu défiler en boucle le Front national, les Républicains et le Parti socialiste, cette espèce de bande des trois qui disait en gros la même chose. C'est le parti de la guerre. Ils sont tous les trois pour mener des guerres au Moyen-Orient. Ils sont tous les trois pour renforcer considérablement toutes les mesures de surveillance du peuple français et de sécurité. Tous les trois font silence sur l'origine des attentats. Le commanditaire ultime, comme je le dis. Pourquoi est-ce qu'il y a des attentats en France, par exemple, et qu'il n'y en a pas en Suisse, hein? Peut-être parce que le fait que la Suisse ne soit pas dans l'OTAN, ne mène pas des guerres illégales au Moyen-Orient, ça a peut-être un petit rapport. Voilà. Mais tous ces trois partis refusent de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle nous, on ne va pas marcher dans cette combinazione. Tout ça, c'est de la rigolade. Hein. Le Front national est un mouvement que les médias poussent constamment sur le devant de la scène pour qu'il fasse le maximum de voix. Et puis à chaque fois, dans l'entre-deux-tours, d'un seul coup, on découvre que ce serait un mouvement épouvantable. Et il faudrait en rang serré pour réélire le Parti socialiste ou les Républicains. Et ensuite, le soir du deuxième tour, si le Parti socialiste sauve la mise dans un certain nombre de régions, eh bien les médias diront finalement les Français soutiennent la politique de M. Macron. Et voilà, le tour est joué. C'est à ça que sert le Front national. Donc pour ce qui nous concerne, nous, comme nous n'avons pas pu nous maintenir, je vais y revenir dans un instant, dans aucune des régions dans lesquelles nous nous présentions, eh bien nous avons décidé d'appeler, le Bureau national s'est réuni, nous avons décidé d'appeler à l'abstention au deuxième tour, ou bien pour ceux qui tiennent absolument à aller voter, parce qu'il y en a parmi nous, des gens qui sont très soucieux d'aller voter, eh bien nous leur conseillons, on les oblige pas, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais nous leur conseillons soit d'aller donc de s'abstenir, soit s'ils comptent aller voter, d'aller glisser dans l'urne un bulletin de vote du style « Je vote UPR » qui est téléchargeable sur notre site. Ça permettra au moment du dépouillement aux scrutateurs de découvrir que l'UPR est toujours présente. Voilà. Mais on ne va certainement pas appeler ni à faire barrage au Front national, ni encore moins à soutenir le Front national, parce que tout ça, c'est une rigolade, une rigolade sinistre, dans laquelle nous ne voulons pas être mêlés. Et puis, il faut terminer par celui dont je ne voudrais pas trop parler, parce que certains disent que j'en parle trop, mais comme tout le monde en parle, je suis bien obligé d'en parler, c'est le Front national. Le Front national a subi... alors là aussi, tout ça, c'est des jeux d'ombre. Le Front national fait valoir, et il a raison, qu'il n'a jamais obtenu au cours de l'histoire autant de voix. Quelque chose comme 6 800 000 suffrages, ce qui effectivement est beaucoup. Ça augmente de 400 000 le nombre de suffrages qu'il avait obtenus au premier tour de l'élection présidentielle. Mais à l'époque,
Au premier tour de l'élection présidentielle, en 2012, il y avait 10 candidats, alors que là, il n'y avait plus que 3 listes dans toutes les régions, sauf en Corse. Et donc, il est normal, mécaniquement, d'avoir en général un meilleur score. Mais donc ça, c'est le côté victoire que crie Monsieur Philippot, que l'on a vu d'ailleurs beaucoup plus aux commandes dans toute cette opération que Madame Le Pen, qui a l'air d'être un petit peu larguée. Et puis le côté des faits, c'est que le Front National, il y a quand même 2 éléments très importants. C'est que le Front National n'a remporté aucune région. On lui avait promis 4 régions, 5 régions, 6 régions, 7 régions même dans le JDD au début du mois de décembre. En réalité, il a eu 0 région parce que le sketch du Front républicain, encore une fois, a fonctionné. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que, là aussi, et encore, je suis désolé de le souligner, nous avons raison, c'est que le Front National ne peut pas rallier à lui, n'a pas de marge de manœuvre, ne peut pas rallier à lui beaucoup de voix supplémentaires. D'ailleurs, et c'est le 2e échec, il est resté en gros toujours autour de son plafond de verre. Alors je sais que le soir même, j'ai eu sur la page Facebook un certain nombre d'internautes du Front National qui ont dit « Vous voyez, il a percé son plafond de verre. Le plafond de verre qui est aux alentours de 14-15%. C'est vrai qu'il a obtenu, dans une élection nationale, à ce 2e tour, le meilleur score qu'il ait obtenu, mais c'est quand même du 15,06%. On est quand même aux alentours de 14-15%. Voilà. Bon, si vraiment, pour lui, pulvériser, ça serait son plafond de verre, c'est s'il obtenait non pas 15,07% des inscrits, mais quelque chose comme 22 ou 25% des inscrits. Là, on pourrait dire qu'effectivement, il a pulvérisé le plafond de verre qui est aux alentours de 14, 15, il va peut-être falloir le monter à 16% des inscrits, mais donc dont il n'a jamais décollé depuis maintenant 43 ans d'existence. Ce qui nous a permis à nous, de dire que malheureusement, encore une fois, la situation est bloquée. C'est quand même depuis 1984, je rappelle que c'est en 1984 que François Mitterrand, sous les conseils de Michel Charasse, mais je suppose qu'il y a un certain nombre d'émissaires divers et variés qui n'étaient pas très loin et qui ont dû également participer à la combine. Je rappelle donc que c'est en 1984 que François Mitterrand a demandé à la télévision française d'inviter en grande pompe M. Jean-Marie Le Pen, notamment à l'émission de François-Henri de Virieu, qui à l'époque était la grande émission politique française à la télévision. Pensez, une émission qui durait, je crois, plus d'1 heure, 1 heure et quart peut-être, 1 heure et demie, je me rappelle plus, qui était en prime time, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire de 20h30 jusqu'à 21h30, 21h45 ou peut-être même 22h, et donc avec des millions de téléspectateurs, et la vedette avait été M. Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui a lancé le Front National. Que l'on me donne cette même fenêtre d'ouverture, et vous verrez ce que deviendra l'UPR dans la minute. Bon. Eh bien, depuis 1984 que le Front National a ainsi été médiatisé, c'était la 40e fois qu'il se présentait à une élection nationale. Ce que j'entends par élection nationale, ce sont les élections municipales, les élections cantonales, qui maintenant s'appellent départementales, les élections régionales, les élections législatives, l'élection présidentielle et puis les élections européennes. C'était la 40e fois qu'il se présentait et pour la 40e fois, le Front National a été battu. Voilà. Donc ce que nous disons, c'est que, malheureusement, la situation française est bloquée par ce jeu qui fait que le Front National est constamment poussé en avant et médiatisé pour verrouiller 14 à 15% de la population française dans une impasse. Alors c'est terrible. C'est terrible parce que essayer de faire comprendre cela à un électeur du Front National, c'est quasiment peine perdue. Parce que les électeurs, en tout cas les militants les plus acharnés du Front National, croient dur comme fer que c'est la prochaine fois qui sera la bonne. Ça fait depuis 1984, ça fait 31 ans qu'à chaque fois qu'ils essuient un échec cinglant, à chaque fois, c'est la prochaine fois qui sera la bonne. Alors ça n'a pas traîné. Aussitôt les résultats étaient-ils connus, la prochaine fois ça sera bonne, c'est-à-dire en 2017. Et donc les frontistes voient Madame Le Pen élue présidente de la République. C'est
rigoureusement impossible. Madame Le Pen ne peut pas être élue. Si Madame Le Pen, parce qu'elle est constamment promue par les médias, arrive au deuxième tour, n'importe qui aux Républicains ou au Parti socialiste, n'importe qui, à partir du moment où il aurait été sélectionné, bien sûr, par l'oligarchie qui leur a montré patte blanche à Washington ou devant un certain nombre de cénacles, eh bien, à partir de ce moment-là, il sera élu avec 75% des suffrages. Voilà. Ce que je dis est tellement vrai d'ailleurs que nous avons eu le service après-vente immédiat. Ça avait été conçu pour. Vous avez vu que le magazine Marianne a présenté en couverture une photomontage où on voit Madame Le Pen dans les habits de Charles de Gaulle à l'Élysée en disant 18 mois pour empêcher ça. Voilà. Comme si Madame Le Pen avait la moindre chance d'être élue présidente de la République. Elle a la possibilité de faire un bon score au premier tour. Ça, c'est tout à fait exact. Si les médias continuent à promouvoir le Front National comme ils le font, elle peut très bien faire un bon score. Ça, c'est tout à fait exact. Mais ensuite, au deuxième tour, c'est là où il n'y aura plus personne. Parce qu'il y aura la même chose que ce que l'on a vu depuis 40 ans, le Front républicain, et ce sera la personne en face qui sera élue. Qui est la personne en face ? Eh bien, on a eu également la réponse. Dès dimanche soir, 20h30 ou 21h, on avait un sondage Harris Interactive. Harris Interactive, je rappelle que c'est un institut de sondage américain, que le président de Harris Interactive, autrefois c'était Madame Kimberly Till, qui avait été une adjointe directe du directeur du FBI. Maintenant, c'est quelqu'un qui a été, je crois, sous-secrétaire d'État ou sous-secrétaire aux affaires du travail du temps du président Ronald Reagan, qui est le président de cet institut de sondage. Bon. Harris Interactive, le soir même, donc, des élections, nous a sorti d'un chapeau un sondage sur l'élection présidentielle de 2017. Et comme par hasard, eh ben, qu'est-ce qu'on y voyait ? On y voyait exactement ce que j'avais moi-même annoncé depuis longtemps. C'est que ce sondage donne Madame Le Pen au premier tour avec 27%. Et vous allez voir qu'on va voir se succéder les sondages au cours des semaines et des mois qui viennent, qui vont donner Madame Le Pen à 28, 29, 30, 32, 33, etc., avec des espèces des journaux comme le Nouvel Observateur, l'Express ou Le Point qui diront la vague Le Pen, le monde terrorisé, la France a peur, etc. Voilà, ça c'est la mise en conditionnement pour assurer le meilleur score possible à Madame Le Pen au premier tour. Et puis dans le deuxième, entre le premier et le deuxième tour, d'un seul coup, et ça sera, oulala, la bête immonde arrive, c'est la catastrophe et tout et tout. Et donc on aura le Front républicain qui ira voter pour la personne qui sera en face de Madame Le Pen. Alors Harris Interactive, très gentiment, nous a dit qu'il va donc être élu président de la République, puisque ce sondage nous a indiqué qu'en numéro 2, c'était M. Alain Juppé. Eh oui, voilà, Alain Juppé, le voilà. Il était crédité, je crois, de l'ordre de 25%. Donc Madame Le Pen 27, M. Juppé 25, et puis alors après M. Hollande c'était 21, voilà. Et puis alors les autres, n'en parlons même pas. Et donc les sondeurs donc disent François Hollande ne sera même pas présent au deuxième tour. Alors tout ça est très très intéressant parce que d'une certaine façon ça montre que en gros Harris Interactive a vendu la mèche. En réalité tout le monde est bien au courant. Monsieur Alain Juppé a été reçu en grande pompe aux dernières réunions du Bilderberg. Monsieur Alain Juppé, depuis des mois et des mois, toutes ses prises de position publiques sur tous les sujets sont un copier-coller des prises de position des États-Unis d'Amérique. Dans tous les domaines. Un des derniers en date, c'est que vous avez vu que monsieur Sarkozy s'est rendu à Moscou il y a quelques semaines, où pour aller rencontrer le président Poutine qui s'est quand même fait un grand plaisir en faisant faire antichambre à M. Sarkozy pendant 1h30, ce dont on ne saurait le blâmer. Mais M. Sarkozy était allé là-bas pour dire finalement que la Russie était un grand pays, ce qui quand même prouve que en matière de géopolitique, M. Sarkozy apprend vite. Donc la Russie était un grand pays, donc pour contredire ce qu'il avait dit un an avant en disant qu'il fallait prendre des sanctions. Et rappelez-vous, moi j'observe ça de très très près, eh bien, lorsque Nicolas Sarkozy a fait ça, Alain Juppé aussitôt s'est démarqué en disant pas du tout, il faut maintenir les sanctions face à la Russie. Voilà. Donc en fait, M. Juppé a collé parfaitement dans tous les domaines. M. Juppé applique rigoureusement la feuille de route, comme on dit maintenant, de Washington. La récompense, c'est ce sondage Harris Interactive. Alors, n'en doutez pas,
au cours des semaines, des mois qui viennent. On va avoir une orchestration constante. On va montrer Mme Le Pen à un très très haut niveau. On va l'annoncer comme étant au deuxième tour. Et on va montrer M. Juppé étant le seul capable de battre Mme Le Pen, ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà, on mettrait un âne, le Front républicain, et c'est l'âne qui serait élu. Mais on présentera M. Juppé voilà, comme étant... voilà. Tout ça, ça est en train de s'articuler très bien. Saupoudrer ça d'un petit peu de piment pour que les Français croient qu'il y a un peu de suspense. On a appris aujourd'hui même que la chanteuse et l'ancienne égérie de Salvador Dali, Amanda Lear, a déclaré qu'elle était candidate à l'élection présidentielle de 2017. Rappelez-vous, en 2012, on avait eu Cindy Lee, la candidate du plaisir. Là, on a Amanda Lear. Bon, voilà. On va avoir... C'est les mêmes recettes. Hein. Ce sont des recettes qui ont été élaborées, qui visent à distraire l'attention des gens, à leur faire croire, il y en a pour tout le monde. Hein, donc ceux qui ont envie de rigoler, ben, ils vont parler d'Amanda Lear comme ils parlaient de Cindy Lee il y a 5 ans. Et puis il va y avoir, on va nous sortir d'un chapeau le candidat de la choucroute garnie, le candidat des jeunes de moins de 18, de moins de 19 ans, le candidat de ceux qui veulent une réforme des soins dentaires parce qu'ils ont des caries aux dents, etc. Donc ça va prendre un certain temps. Toutes les semaines, on va avoir des annonces. Évidemment, des gens qui n'auront pas la moindre chance d'obtenir les fameux parrainages. Et tout ça va entretenir un brouillard avec lequel on va distraire l'intérêt de la population. L'intérêt principal, c'est que la population française doit bien comprendre 2 choses. C'est que Mme Le Pen fera un très gros score et que M. Juppé lui sera opposé au deuxième tour. C'est comme ça que ça va marcher. Alors, évidemment, nous, on aura l'occasion d'en reparler, mais nous, on va essayer, là, j'ai besoin de tout le monde, de tout le peuple français qui m'écoute en tout cas, pour faire échouer ces manipulations, parce que ces manipulations vont finir par échouer. Parce qu'elles ont été mises en œuvre. Maintenant, ce sont les mêmes recettes appliquées par les mêmes think tanks, les mêmes cabinets de relations publiques, etc., les mêmes instituts de sondage bidons. Ce sont les recettes qui sont appliquées tous les 5 ans. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'accord, mais au bout, quand ça devient trop systématique, l'éveil du peuple français se met en marche. On va être tous ensemble essayer de faire en sorte que cette fois-ci, les Français ne se laissent pas enfumer et dicter un choix préétabli par l'oligarchie, selon la fameuse théorie de la prophétie auto-réalisatrice.